Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Chers camarades, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Rideau Rouge, le 37e, toujours dans la joie et la bonne humeur. Écouter Rideau Rouge le lundi matin, c'est s'assurer de passer une bonne semaine. Le podcast sort tous les lundis à 8h et si vous l'écoutez sur YouTube, il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Passé cette courte page de publicité, je m'en vais de ce pas introduire le sujet du jour. Cette semaine, nous allons plonger une nouvelle fois au cœur de notre système politique. Ça tombe bien, car les élections européennes approchent et il est largement temps de commencer à définir la stratégie que l'on souhaite adopter pour reprendre un maximum de pouvoir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un parti peu connu, mais qui mériterait à gagner en visibilité. Le parti Pirate. À mon micro pour en parler, Florie Marie. Œuvrant pour les libertés individuelles et pour une transformation globale du système vers une démocratie équitable, Florie est présidente du Parti Pirate International et porte-parole du Parti Pirate français. Bonjour Florie. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien et vous? Ouais, très bien. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler du Parti Pirate. Vous êtes la porte-parole de ce parti que j'ai découvert il y a peu de temps, en fait, via un podcast avec Antoine Zeroudi qui a réalisé un documentaire qui s'appelle Point de bascule et dans lequel on retrouve notamment des membres du Parti Pirate. Et Oui, là, je me suis dit, waouh, il faut que j'aille voir ce que c'est. oui, c'était il y a longtemps en plus, hein, Point de bascule, je crois que c'était avec des pirates, je l'avais vu, hein, ce que vous m'aviez envoyé, là, c'était il y a très très longtemps avec des pirates qui sont plus au Parti Pirate d'ailleurs. Alors, je vais juste revenir sur un truc que vous avez dit, je suis l'une des porte-paroles, pas la porte-parole, parce qu'on a 11 porte-paroles au Parti Pirate aujourd'hui. Autant C'est pour moi, vous important êtes pour nous. l'une des porte-paroles. Voilà. Ok, super, merci beaucoup d'avoir effectué cette correction. Alors, comme vous le savez, je vais tirer une petite carte au hasard. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Je décris une valeur qui me tient à cœur. Waouh. Une valeur qui me tient à cœur, c'est compliqué. Il y en a tellement. Ah bah vous êtes sur Euh, Rideau Rouge, hein, écoutez. ouais, c'est ça. Alors, une valeur qui me tient à cœur, on va dire la liberté, par exemple. Ça tombe bien, c'est une des valeurs du Parti Pirate. Ou le partage. En fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la démocratie, mais c'est compliqué de dire démocratie. Je pense que le partage, c'est une valeur qui me tient à cœur. On va dire celle-là. Et il faut que je la décrive, c'est ça? Bah si vous voulez, Pourquoi? oui, tant qu'à faire. Parce que je trouve que c'est important globalement, et en fait c'est bien parce qu'avec le partage, je veux aussi parler de la démocratie et des libertés, donc ça tombe super bien. Je trouve que c'est très important d'être à un niveau égal de connaissance et de culture, et que pour pouvoir être à un niveau égal de connaissance et de culture, il faut pouvoir accéder librement à la connaissance et à la culture, et pas clôturer, enfin cloisonner ou interdire l'accès ou réserver l'accès à des élites ou à des personnes sous réserve de leurs revenus. Et donc, le partage, c'est comme ça que je l'entends, en fait, c'est partager librement, du coup, donc avec la notion de liberté, les connaissances et la culture. Donc, bah, sur Rideau Rouge, ça tombe bien. Les connaissances et la culture et faire en sorte que les connaissances et la culture soient accessibles au plus grand nombre à travers des systèmes libres comme Wikipédia, des systèmes qui sont gérés bénévolement par plusieurs personnes et qui permettent de partager autant la culture que la connaissance et de permettre à n'importe qui, sous réserve bien sûr d'avoir un accès à Internet, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, mais à travers une autre personne qui aurait accès à Internet, de permettre à n'importe qui d'accéder à des connaissances de toutes sortes et à une culture très très vaste.
Et pourquoi la démocratie est touchée par le partage? Parce que déjà, il y a ce côté, une fois qu'on a accès à la connaissance et à la culture, on a cette possibilité, en tout cas, de se cultiver soi-même et d'apprendre l'histoire, de comprendre l'histoire et de fait de ne pas reproduire les erreurs du passé. Et par ailleurs, le fait de partager, ça implique aussi le partage du pouvoir, entre guillemets. Enfin, le mot pouvoir est un mot que j'aime pas du tout, mais le partage du pouvoir, en fait, le fait qu'aujourd'hui, on dise que le pouvoir, il soit centralisé entre les mains d'une seule personne, moi, ça me pose vraiment problème et c'est un peu le cœur de mon engagement de toute façon. C'est que pour moi, le pouvoir, ça doit être quelque chose qui doit être partagé et la démocratie, en fait, c'est le partage du pouvoir. C'est pas l'exercice en soi du pouvoir, c'est le partage du pouvoir. Et le partage du pouvoir au sein du peuple. Le partage est l'exercice du pouvoir, mais c'est pas seulement ça en fait. Et la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Du coup, le partage du pouvoir, il faut qu'il se fasse aussi. Et actuellement, on n'est pas dans ce système-là, on n'est pas dans un système où le pouvoir est partagé, on est vraiment dans un système où le pouvoir est centralisé. Et donc, le partage, c'est vraiment le cœur, en tout cas à titre personnel, c'est le cœur de mon engagement. Mais enfin, rétrospectivement, je pense que c'est aussi le cœur du Parti Pirate, parce que c'est comme ça qu'il s'est créé, c'est autour de ça qu'il s'est créé. Et finalement, c'est dans cette direction qu'il va. C'est quoi votre parcours? Comment est-ce que vous êtes arrivé au Parti Pirate? Comment est-ce que vous l'avez découvert? Moi, je suis une engagée, militante engagée, engagée, on va dire pas en politique au départ, mais engagée depuis très 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 jeune, très 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 jeune. J'ai commencé à faire, entre guillemets, de la politique quand j'étais gamine. Je me suis présentée au conseil municipal des jeunes quand j'avais 9 ans, donc c'était il y a très très longtemps. Enfin, je suis pas si vieille que ça, c'était il y a un certain temps. Et puis après, je me suis engagée quasiment tout le temps dès que je sentais qu'il y avait besoin de faire entendre ma voix ou de faire entendre la voix des autres ou d'une manière ou d'une autre, je me suis engagée. Donc, bien sûr, j'ai été élue déléguée de classe et tout. J'étais déléguée d'administration aussi au conseil d'administration des établissements que j'ai fréquentés. Et puis, assez vite, après mes études, donc après avoir fait chaque année être élue déléguée de classe ou de conseil d'administration, je me suis engagée en politique au sein des Jeunes Verts à l'époque, en 2010. Donc, ma première adhésion politique, vraiment, c'était chez les Jeunes Verts. Et les Jeunes Verts, c'est le mouvement de jeunesse qui est lié à Europe Écologie Les Verts, enfin, qui était lié aux Verts, mais on n'était pas membre des Verts à l'époque. C'était vraiment un truc adossé aux Verts. On était proche d'eux, mais les Jeunes Verts ne sont pas membres à proprement parler des Verts. Et donc, je m'étais engagée là-dedans parce qu'on m'avait dit, tu vas voir, ça va être bien pour commencer la politique, c'est pas trop dur, tu vas pas être face à des mastodontes de la politique. Les mastodontes de la politique, c'est les gros éléphants et tout ça, c'était trop violent pour moi au départ. Donc, du coup, ils m'ont dit, commence par un mouvement de jeunesse, ça va être cool. Et donc, je me suis engagée chez les Jeunes Verts, j'y suis restée entre mes 22 ans, 21-22 ans, jusqu'à... en 2010, c'est 22 ans. Et j'y suis restée jusqu'à mes 30 ans, parce que je ne pouvais pas adhérer plus loin. Donc, à 29 ans, c'était ma dernière année d'adhésion. Et puis, en parallèle de ça, j'ai été embauchée au siège national d'Europe Écologie Les Verts. Et donc, j'ai commencé à travailler dans le domaine politique en tant que salariée. J'étais permanente d'un parti politique et mon rôle, c'était de suivre les élections et les campagnes électorales du parti. Donc, j'ai suivi de très très près toutes les campagnes électorales entre 2010 et 2017 au sein de la sphère Europe Écologie Les Verts. J'ai travaillé sur différentes campagnes, notamment les élections régionales, les élections départementales, les élections législatives. J'ai été candidate aux élections législatives. Je suis candidate aux élections législatives depuis 2012, en fait. À chaque fois, je suis candidate, pas toujours sur le même parti, mais en 2012, c'était avec les Verts, en 2017, c'était avec le Parti Pirate, et 2022, Parti Pirate aussi. Et puis, du coup, en 2017, j'ai quitté mon boulot et j'ai quitté un peu la sphère, enfin progressivement, j'ai quitté la sphère des Verts. Je n'étais pas adhérente des Verts, j'ai été adhérente pendant 2 ou 3 ans chez les Verts, mais je n'étais pas vraiment adhérente du parti en proprement parler. J'étais surtout salariée, en fait, je gagnais mon argent, en fait. C'était surtout ça, en faisant un taf pour ce parti. Et quand j'en suis partie, enfin quand j'ai quitté le siège national, j'ai rejoint le Parti Pirate 2 ou 3 mois après, parce que c'était en avril 2017, parce que ça faisait longtemps que je suivais le Parti Pirate et ça faisait longtemps que ça me titillait de le rejoindre, que je trouvais que ce parti était beaucoup plus intéressant et que ce qu'il portait était beaucoup plus pertinent et qu'il y avait quelque chose à faire avec cette organisation qu'on ne pouvait pas faire avec les Verts. Déjà parce que le Parti Pirate était plus petit
en soi, ça, c'était aussi important. Puis aussi parce que c'était un parti qui était censé être connecté. Et donc, c'était un parti qui permettait de déployer un peu et d'utiliser un peu les outils numériques pour faire démocratie. Et donc, je me suis dit, bah, allez, on va essayer, on va voir ce que c'est. Et j'ai rejoint du coup. Je suis devenue pirate depuis avril 2017 et je ne les ai pas quittés depuis. Et là, au fur et à mesure des années, je m'épanouis pleinement dans ce parti politique-là. C'est quoi le Et Parti Pirate? Ça vient d'où? Ça a été créé comment? c'est un parti politique qui a été créé en 2006 en Suède par les fondateurs du site internet de Pirate Bay, qui était un site qui permettait le téléchargement de tout un tas de choses de manière complètement illégale, donc de la musique, des films, des jeux vidéo, enfin il y avait vraiment de tout sur ce site, et qui a été fermé, qui a été attaqué par le gouvernement, par la justice suédoise. Et donc les fondateurs ont dit, on les a qualifiés de pirates et ils ont dit, ok, on est des pirates, bah on va créer le parti pirate et puis on va s'engager en politique pour défendre ce qu'on porte avec The Pirate Bay. Et ça, depuis 2006, ça a essaimé un peu partout en Europe. Et puis dans le monde aussi, plus largement. D'abord, dans les pays plutôt nordiques et l'Islande notamment, et l'Allemagne, plutôt à l'est de la France. Et puis c'est arrivé en France en 2009, avec notamment la bataille contre Adopi. Et donc, au départ, le Parti Pirate en France, c'était un peu un melting pot avec tout un tas de personnes différentes, d'horizons différents, qui défendaient tout un tas de points de vue différents. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens de très, très divers horizons politiques. Ça allait de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, donc c'était très, très large. Et puis, au fur et à mesure des années, ça s'est recentré, mais c'est pas vraiment centriste, mais ça s'est recentré sur plutôt des orientations politiques un peu plus claires et un peu plus cohérente avec les idées portées. Et donc, toute la partie extrême droite est partie. Ça s'est un peu plus orienté, on va dire, plutôt à gauche, même si aujourd'hui le Parti Pirate ne se défend pas vraiment d'une gauche ou d'une droite. Et on n'aime pas trop, en fait, se revendiquer de gauche ou de droite parce que ce qu'on voit à droite ne nous plaît pas du tout. Et ce qu'on voit à gauche aujourd'hui en France ne nous plaît pas du tout non plus. Donc, on se revendiquer du même port politique que ce qu'on a aujourd'hui dans notre échiquier politique, ça nous correspond pas du tout. Donc, on va dire qu'on est plutôt un parti progressiste. On n'est pas techno-solutionniste, on est plutôt intéressé par la technologie, mais on va pas tout solutionner par la technologie. Progressiste, plutôt social. Certains nous qualifient de social libertaire, on pourrait, social-démocrate, on pourrait, mais c'est pas, disons que c'est pas inscrit dans nos gènes. Il y en a certains qui nous disent anarchistes aussi. Bon. Il y en aura toujours de toute façon, et dans tous les partis, j'ai l'impression qu'il y en a un peu. Donc voilà. Oui, justement, j'allais vous demander comment est-ce que vous vous situiez dans le paysage politique français par rapport aux autres partis. Vous parliez de la gauche à l'instant. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore une gauche en France? Parce que, à titre personnel, ça me fait beaucoup rire quand on appelle Mélenchon l'extrême gauche, quoi, parce que j'ai plutôt l'impression de voir un socialiste à peine rose, quoi. Ouais, moi aussi. Mais alors, moi aussi, cet avis que je partage là ici est pas forcément partagé par tout le monde au Parti Pirate, mais à titre personnel, et je précise bien à titre personnel, moi je suis anarchiste. De toute façon, enfin, je pense que ça se voit dans ce que je défends, dans ce que je porte, la façon dont j'organise les choses et dont j'aime prendre des décisions. Après, parce que pour moi, l'anarchie, on peut pas s'en revendiquer, on peut juste le dire, enfin, le constater par les faits. Donc, a priori, il semblerait que je sois anarchiste. Euh, les... Pour moi, Mélenchon est pas du tout de gauche. Du coup, si l'anarchie est à gauche, et si l'anarchie est la gauche au sens noble du terme, Mélenchon, il est plutôt à droite. Plutôt très très à droite, donc c'est pas du tout le même bord politique. Du coup, si ouais, je suis pas du tout dans le bord politique de cette organisation-là. Et puis il y a ce côté aussi dans les partis politiques actuels qui se revendiquent comme des mouvements politiques. C'est ce que je répète assez régulièrement en ce moment, c'est que les partis politiques, c'est pas vraiment des partis politiques aujourd'hui. Le sens parti politique, c'est un endroit normalement qui est censé être un lieu de réflexion et de cohésion pour une construction sociétale.
et la réflexion sur une société. Les partis qu'on a aujourd'hui, c'est plus des listes de diffusion, en fait. Vous allez faire une liste de personnes, on va récupérer les mails des gens, puis on va leur envoyer tout un tas de mails, on va essayer de les envoyer, coller des affiches et tout ça. Mais au final, il n'y a plus vraiment de réflexion de fond et de propositions qui seraient validées par l'ensemble des membres. Les gens qui sont on peut pas vraiment dire membres, en fait, mais les gens qui se revendiquent de la France insoumise, jamais on leur demande leur avis. Enfin, on leur demande leur avis, mais en fait, on s'en tape de leur avis. On va faire 100 et on va dire ok, d'accord, c'est cool, vous avez dit ça, bon, finalement, on va faire ça. Mais en fait, on va prendre surtout les sondages et on va dire bah, où est-ce que va le vent, et en fonction de là où va le vent, on va aller dans cette direction-là. Et donc, les militants actuellement dans les partis politiques traditionnels comme la France Insoumise ou les Verts ou le Parti Socialiste, s'il en reste encore, les Républicains, la République En Marche, tous ces partis-là sont des partis qui aujourd'hui portent plus des personnes que des idées et des écuries à élus, hein, comme on les appelle. Et c'est pas vraiment des organisations qui proposent du fond, et c'est pas vraiment des organisations démocratiques d'ailleurs, parce que les décisions sont pas prises par les membres. Nous, on a tendance au Parti Pirate à revendiquer aussi ça, de faire appel aux gens membres du Parti Pirate pour prendre des décisions, de le plus possible se tourner vers l'extérieur pour orienter nos choix et pour justement pour orienter nos réflexions. Mais les décisions qui sont prises au Parti Pirate le sont par l'ensemble des membres, l'ensemble des adhérents du Parti Pirate participe et peut même proposer des décisions et orienter le programme et les décisions qui sont prises au sein de notre parti. On n'a pas de chef, on a très peu de grandes têtes d'affiche, de représentants, on est surtout une organisation de personnes avec chacun et chacune ses envies, ses ambitions personnelles et puis ses propositions programmatiques et ses orientations politiques. Et moi, je suis plutôt anarchiste à tendance écolo parce que par la force des choses, enfin, je suis pas allée chez les Verts par hasard, hein. Il y avait quand même une acquaintance avec eux. Il y a d'autres membres au Parti Pirate qui seraient un peu moins, enfin, aujourd'hui, ne pas être écolo, je pense que c'est au Parti Pirate, c'est exclu parce qu'on est quand même environnementaliste et on s'en revendique, mais on va dire un peu moins à gauche, un peu moins socialiste que moi, par exemple, et qui serait un peu plus. Mais il n'y en a pas beaucoup, en fait. On a quand même beaucoup de gens plutôt considérés à gauche. En fait, on m'avait dit une fois, la gauche, c'est le progressisme. Et la droite, c'est des conservateurs. Et comme on a un parti progressiste, humaniste, je pense qu'on est plutôt, en fait, un parti plutôt à gauche. Et historiquement à gauche, ça c'est sûr, mais si on étudie bien la sociologie actuelle du Parti Pirate, ce qu'il défend, etc., oui, si on regarde ce que c'est normalement la gauche, ce que devrait être représenté, ouais, le Parti Pirate, c'est clairement à gauche. Mais ce que c'est la gauche aujourd'hui en France, bah, le Parti Pirate, c'est pas ça. Donc ouais, je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas de gauche en France aujourd'hui, si ce n'est peut-être le Parti Pirate, mais ce serait un peu peut-être prétentieux de dire ça, mais ouais, la gauche représentée par la NUPES aujourd'hui, moi, c'est pas, elle me représente pas, et c'est aussi un peu beaucoup de choses c'est cette chose-là qu'on a en commun aussi au sein du Parti Pirate, c'est qu'on ne se sent pas vraiment représenté par cette gauche-là. Justement, vous disiez que dans ces partis traditionnels, entre guillemets, on était simplement un nom sur une liste de diffusion. Comment ça se passe à contrario chez vous? Qu'est-ce que ça implique d'être encarté au Parti Pirate? Est-ce qu'il y a des actions, du temps à déployer? Enfin voilà, ça consiste en quoi? Être adhérent au Parti Pirate, être membre du Parti Pirate, un engagement vraiment fort. C'est pour ça qu'on a tendance enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes au Parti Pirate ont tendance à pas forcément rechercher des membres à tout prix parce que on fait partie du quorum. Donc, on fait partie de l'Assemblée permanente, en fait. On constitue l'Assemblée permanente en tant que membre du Parti Pirate. Si moi, j'adhère au Parti Pirate, quel que soit mon rôle en interne, quel que soit mon engagement, etc., tous les mois, je vais être invitée à voter à l'Assemblée permanente comme tous les autres membres du Parti Pirate. Et donc, tous les mois, une fois par mois, pendant une semaine, je dois voter, ou je peux aussi dire bon bah ce mois-ci j'ai pas le temps, ou globalement j'ai pas le temps de participer au vote, et donc je vais déléguer mes votes à une ou plusieurs personnes. Là par exemple en ce moment j'ai un peu pris des vacances parce que je suis pas dispo, et donc cette semaine il y a une semaine la semaine dernière il y avait des votes, et donc j'ai décidé de déléguer mes votes à 10 personnes différentes. Donc j'ai donné 10 voix à 10 personnes différentes, on a 100 voix en tout, hein. J'ai donné 10 voix à 10 personnes différentes, et si je vais pas voter, je suis allée voter quand même, mais pas surtout d'ailleurs. Mais si je vais pas voter ou s'il y a des choses sur lesquelles je vote pas, c'est les autres c'est les autres à qui j'ai délégué mes votes qui vont voter à ma place. Et je peux faire ça. Alors là, je les ai délégués maintenant, donc tant que je reviens pas dessus, ça va pas changer.
Et on peut faire ça donc tout le temps, on peut revenir dessus, n'importe quand, on peut dire bon bah toi en fait tu m'as un peu saoulé, ce que tu portes me plaît pas, tu as voté contre mon avis, donc maintenant tu voteras plus à ma place, je reprends mes votes et soit je les garde pour moi, soit je les refile à quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne le Parti pirate, ça s'appelle la démocratie délégative. En fait, on a appliqué en interne des règles de démocratie délégative, et donc on peut soit voter, soit déléguer ses votes. Mais c'est important, en fait, de voter ou de déléguer ses votes et de pas juste être un adhérent passif comme dans un parti tradit, en fait. C'est de se dire, bah, moi, je suis adhérent au Parti Pirate, donc je participe. Et c'est mon rôle de participer. Parce que plus on est nombreux, plus notre quorum grossit. Et il faut qu'on atteigne le quorum tous les mois pour pouvoir prendre des décisions. Donc, si on est trop nombreux et qu'on est trop nombreux à ne pas voter, à ne pas participer au vote, bah, du coup, on ne peut plus prendre de décisions. Et c'est là où la structure peut bloquer. Donc, être adhérent au Parti Pirate, c'est très engageant. C'est très important, cet engagement qu'on demande, au moins sur le vote. Après, il y a aussi tout un tas d'autres choses qu'on peut faire aussi, parce que le Parti Pirate ne va pas prendre des décisions si on n'impulse pas les décisions. Donc, si on veut que le parti prenne une orientation par exemple, récemment, on a pris une décision, enfin non, on va dire, tiens, il y a une motion qui a été votée ce mois-ci qui consiste à encadrer le travail du sexe pour les personnes handicapées. Et donc, du coup, auprès des personnes handicapées. Et donc, il y a cette motion qui a été proposée par une pirate, qui a été soutenue par d'autres pirates. Donc, comme elle a été soutenue par suffisamment de monde, il faut être 3 minimum pour poser une motion. Elle a été déposée au vote de l'Assemblée permanente. Et à la fin du mois, on a tous voté. Du coup, il y a une majorité qui s'est exprimée pour la motion, donc elle a été adoptée et elle est rentrée au programme. Si cette pirate n'avait pas fait cette proposition, bah, la motion, elle n'aurait jamais été votée, elle n'aurait jamais été proposée. Donc, il a fallu qu'une personne membre du Parti pirate, quelle qu'elle soit, fasse une proposition de motion. La proposition de motion, elle est débattue, elle est débattue pendant tout le mois. Enfin, elle a été déposée un petit peu avant le début du mois, mais on peut déposer à tout moment et n'importe quand. On peut dire, bah, moi, je vais déposer une motion maintenant pour dans 6 mois, et puis dans 6 mois, on va la voter, parce qu'il reste 6 mois de débat. Donc, on peut être aussi maître de l'agenda et donc déposer des motions pour participer à l'élaboration du programme du Parti Pirate. Donc ça, c'est un membre doit voter, enfin, il ne doit pas voter, il n'est pas obligé de le faire, il n'y a aucune obligation à voter au Parti Pirate, bien sûr, on est contre l'obligation de voter, donc on ne va pas le faire au sein du Parti Pirate, mais quand on est membre, on a cette responsabilité-là de participer au moins au vote, et par ailleurs, on est aussi responsable du programme en tant que membre, donc si on ne propose pas des idées qu'on voudrait voir au programme du Parti Pirate, il ne faut pas s'étonner qu'elles n'y soient pas, parce que tant qu'on ne propose rien, il ne se passe rien. Donc il faut vraiment être force de proposition aussi, si on veut que le programme avance. Et une fois que ce programme il est établi, il se passe quoi? Donc vous le mettez en ligne, vous le diffusez. Est-ce que du coup vous participez aussi aux élections traditionnelles? Vous parliez tout à l'heure des législatives. Est-ce qu'il y a des candidats ou en tout cas des tentatives de candidats aux présidentielles, aux européennes qui arrivent bientôt? Qu'est-ce que vous en faites après? Alors, le programme, il est mis à jour tous les mois après l'Assemblée permanente sur le site Internet. Donc, c'est un programme qui évolue tout le temps. Donc, sur partipirate.org, il y a un espace, ça doit être slash programme, je crois, avec un seul M, enfin, à l'anglaise. Et c'est là où il y a un PDF téléchargeable, il doit y avoir 300 pages de programme aujourd'hui, donc il est assez conséquent. Et donc, il est voté tous les ans, enfin tous les mois, et il est mis à jour tous les mois par les pirates qui ont proposé leur motion. Donc, c'est aussi les pirates qui composent ce programme qui le mettent en ligne finalement. Donc, on est tous responsables de ça. Il n'y a pas de salariés au Parti Pirate, donc on est tous bénévoles, donc on est tous en charge de la mise en ligne, la publication des informations et tout. Donc, il faut être un petit peu à l'aise avec les outils quand même au bout d'un moment, parce que c'est quand même important. Il y a des formations très régulièrement. Toutes les semaines, il y a des formations sur les outils du Parti Pirate par un équipage qui s'en occupe. Et donc, le programme, il est mis en ligne et il est porté par nos candidatures aux élections. Donc, oui, on a participé aux élections législatives l'année dernière, en 2017 aussi. On a participé aux élections municipales aussi. On a eu des élus, d'ailleurs, on a des élus municipaux en France. Bon, on en a dans plusieurs villes. Je saurais pas faire la liste parce qu'il y en a plein qui se revendiquent pas du parti officiellement, il y en a qui s'en revendiquent, etc. Donc on a beaucoup d'élus. Enfin beaucoup. On en a un certain nombre, un nombre raisonnable, dirons-nous, au moins en France.
Après, on participe aussi, donc on participe aux élections dans tout plein de pays, hein, parce que je parlais aussi tout à l'heure du fait que le Parti Pirate avait essaimé un peu partout en Europe. On a aujourd'hui 2 députés au Luxembourg, par exemple, et il y a des élections législatives là en septembre au Luxembourg, et normalement on devrait au moins doubler, si ce n'est tripler le nombre de députés, donc on devrait passer de 2 à 6, ce qui est pas mal. Donc, du coup, on a aussi des ministres en République tchèque, et on a des élus au Parlement européen. Donc on a 3 élus tchèques et un élu allemand au Parlement européen. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'on a cette ouverture-là au Parlement européen à travers ces élus-là, qui sont membres du Parti Pirate, donc aussi membres du Parti Pirate européen et aussi international, donc avec qui on travaille régulièrement aussi, au niveau européen, au niveau international. Donc on a des contacts très souvent avec ces élus-là du Parlement européen. Et, euh, et, euh, et donc, nous aussi, là, on a prévu de participer aux élections européennes l'année prochaine. Donc, moi, j'étais candidate tête de liste pour les élections européennes en 2019. Donc, j'ai déjà fait ma part du travail. Donc là, j'ai dit à tous les membres du Parti Pirate que je ne participerai pas aux prochaines élections en tant que tête de liste, en tout cas. Donc, j'aurais dit, si vous voulez me mettre au fond de la liste, il n'y a pas de problème, mais pas en tant que tête de liste. C'est bon, j'ai déjà donné, merci. Donc, il y a une désignation qui devrait avoir lieu en septembre sur la tête de liste. Il y a une motion qui est passée pour désigner la tête de liste en septembre. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on a décidé tous ensemble, hein, la désignation de la tête de liste, comment ça va se passer, quel vote va avoir lieu, etc. Donc, ça aura lieu en septembre. J'ai pas encore vu, j'ai vu passer quelques candidatures, mais j'ai pas, il y en a pas beaucoup. J'ai dû en voir passer une, je crois, ou 2 peut-être. Pour l'instant, on n'a pas encore toutes les candidatures, on ne sait pas encore qui va se présenter pour la tête de liste. Mais ça va être intéressant de suivre tout ça en septembre. Et puis, et donc, on va participer aux élections européennes. Il faut juste qu'on arrive à constituer une liste de 79 personnes, parce qu'il faut 79 personnes pour se présenter aux européennes. Il faut une seule liste hein, sur toute la France, mais 79 personnes, autant d'hommes que de femmes, ce qui est très, très énorme. Il faut trouver 40 volontaires et surtout 40 volontaires eux, ce qui est compliqué. Et donc ça, on le fait l'année prochaine. Ouais, on va participer aux européennes. Après, pour la présidentielle, c'est compliqué parce qu'il faut avoir des signatures d'élus et on n'en a pas beaucoup qui sont en capacité de donner des signatures. On en a un maintenant. On a un maire qui est en capacité de donner une signature pour une personne volontaire pour aller à la présidentielle. Mais c'est pas beaucoup et c'est vrai que ce serait bien qu'on puisse participer à cette élection parce que ça nous donnerait une énorme visibilité. Donc on espère peut-être en 2027 pouvoir percer d'ici là et présenter quelqu'un, ce serait cool. Ouais. Comment est-ce que vous vous situez aujourd'hui vis-à-vis de la propriété intellectuelle? Hmm, très Vaste bonne sujet. question. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, la position du Parti Pirate, elle n'est pas extrêmement claire sur le sujet. On porte le partage libre de la culture et de la connaissance, comme je le disais tout à l'heure, mais par rapport à la propriété intellectuelle, je pense qu'on est surtout opposé, et ça, c'est quelque chose qu'on va voir aussi, c'est sur quoi on va débattre aussi, mais je pense qu'on est plutôt sur une position plutôt opposé à la propriété lucrative, donc aux personnes qui vont se faire de l'argent sur le dos de d'autres personnes qui ont produit la propriété en l'occurrence. Donc on est plutôt opposé aux grossistes de la musique ou aux grossistes de la culture, aux personnes qui vont se faire de l'argent sur le dos des autres. Et pour les producteurs, enfin pour les producteurs, pour les créateurs, nous on défend le revenu de base. Et donc, pas seulement pour les créateurs, mais globalement pour toute la population, on défend le revenu de base. Donc, on pense que de toute façon, on ne peut pas avoir un point de vue sur un sujet sans pour autant associer tout le reste de notre programme sociétal. Donc, on a, nous, un programme à un moment. On a quand même réfléchi beaucoup à cette situation, à la situation économique et à l'économie globalement de notre pays et de la société. Et nous, on envisage le revenu de base comme un moyen de permettre à des créateurs de vivre de leur création et de vivre même pas forcément de leur création, mais de créer, en fait, tout simplement. Donc, on ne porte pas forcément dans notre cœur la propriété lucrative. On n'est pas forcément très favorable au brevet, au système de brevet, en tout cas pas dans toutes les circonstances. Ça peut être utile dans certains cas, mais c'est pas forcément le cas dans tous les cas. Par exemple, la brevetabilité du vivant, ça, on y est complètement opposé. Donc, on estime que ce n'est pas normal qu'il y ait la possibilité d'empêcher la reproduction d'êtres vivants, que ce soit des êtres, des OGM, en fait. On est complètement opposé, nous, au fait qu'on ne puisse pas utiliser les technologies OGM librement.
parce que c'est pour nous pas normal que des gens se fassent de l'argent sur le vivant, en fait, les OGM en l'occurrence. Après, nous, on est plutôt favorable aux OGM, ce qui est interdit en France. Du coup, ça, c'est aussi un point de programme qu'on défend et qu'on a adopté. Mais ouais, au niveau de la propriété intellectuelle, c'est un très vaste sujet sur lequel on n'a pas de réponse toute faite au Parti Pirate et sur lequel on travaille aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas très forcément répondu. Si, 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 mais ça me va, mais du coup, je suis intéressé, je suis intrigué par la question des OGM, parce que, alors, j'y connais pas grand-chose sur le sujet, mais par exemple, sur les graines, il me semble que justement, les OGM créent des graines qui sont pas reproductibles, et que bah, si on veut avoir des plantes qui vont se reproduire, on va plutôt aller chercher des semences paysannes. Enfin voilà, je veux bien avoir votre ressenti là-dessus. Alors, il faut faire attention, il y a OGM, donc organisme génétiquement modifié, et c'est pas les OGM qui créent les graines, c'est les laboratoires, Bayer Monsanto notamment, qui créent des graines qui effectivement ne peuvent pas être reproduites, enfin ne peuvent pas se reproduire, ne peuvent pas générer des graines derrière. Donc ça, nous, on y est complètement défavorable, hein, bien sûr, mais en fait, globalement, on est défavorable à Bayer Monsanto. Donc, c'est plutôt contre Bayer Monsanto qu'on milite plutôt que contre les semences paysannes, etc. Donc, bien sûr que nous, on va pas aller dans ce sens-là et on ne souhaite pas qu'il y ait des organismes génétiquement modifiés qui ne puissent pas être reproductibles en tout cas, enfin, il faut y réfléchir, il faut y penser. Après, le problème, c'est qu'en France, on interdit complètement. Donc, ça laisse beaucoup de zones d'ombre sur le sujet. Donc, on peut vraiment pas aborder la question vu que c'est interdit. C'est ça le problème d'une interdiction. C'est un peu comme l'interdiction du cannabis. On peut pas aborder la question de la légalisation parce que, en fait, le cannabis, c'est juste interdit. C'est aborder la question de la légalisation, c'est juste remettre en cause un système d'interdiction qui est en vigueur depuis très longtemps, pas énormément de temps, mais depuis très très longtemps, et qui est en plus aujourd'hui défendu bec et ongle par le ministre de l'Intérieur, qui aujourd'hui en fait son cheval de bataille principal. Ce qui est complètement stupide, mais bon, en même temps, de la part de ce ministre de l'Intérieur, on ne va pas s'attendre à mieux. Hein. Mais le cannabis aujourd'hui est un sujet qu'on ne peut pas traiter et sur lequel on ne peut pas débattre parce qu'on estime que c'est pas bien et que c'est interdit et que c'est pas bien d'en parler positivement. Le fait d'en parler positivement est illégal. Juste dire cannabis, c'est bien. Là, je suis dans l'illégalité, hein, juste comme ça. Donc, pareil pour les OGM, c'est un peu le même principe, c'est que c'est interdit. Donc, on peut même pas essayer de défendre le fait que bah, on pourrait les autoriser, en autoriser certains, peut-être se poser la question de il y a des bons OGM et des mauvais OGM. Les OGM Monsanto, c'est des mauvais OGM. Il y a des bons OGM sur lesquels on pourrait travailler, même dans les semences paysannes. Hein, il y a certainement des OGM de toute façon. Les OGM, ça date de la nuit des temps. Hein, c'est pas quelque chose de récent. Et il faut qu'on travaille avec des organismes génétiquement modifiés parce qu'on n'a pas le choix en fait pour pouvoir manger correctement. On est obligé. Même les choses qu'on mange aujourd'hui, ce sont des organismes génétiquement modifiés. Une banane, si elle avait pas été génétiquement modifiée, elle serait pas comestible. Donc, il y a plein de choses aujourd'hui qu'on mange qui sont dans notre quotidien, dans notre assiette tous les jours, qui sont des OGM, parce que ça vient de l'autre bout du monde ou parce que tout simplement, bah, ça a été modifié à une époque où c'était pas dans des laboratoires, où c'était dans la nature, mais ça reste quand même des OGM. Et le fait d'interdire complètement ça, c'est complètement hérétique. Par contre, le fait de breveter des technologies d'organismes génétiquement modifiés, de se faire de l'argent sur ça, c'est aussi hérétique à mon avis. C'est-à-dire que c'est complètement stupide aussi. Quoi. On ne devrait pas permettre aux gens de se faire de l'argent sur des organismes vivants. Après, c'est ce qu'on défend, nous, au Parti Pirate. Ça fait partie de notre code, en fait. Ça fait partie des valeurs de base. On est contre la brevetabilité du vivant. Après, il y a des façons de faire, peut-être aussi, qui pourraient être étudiées, mais tout ça s'analyse et c'est un sujet, enfin, de toute façon, au sens large. Moi, je parle propriété intellectuelle, c'est vraiment très large comme sujet. C'est-à-dire que c'est pas seulement culturel, c'est tout, en fait. C'est tout le système de brevets, c'est tout le système de capitalisation sur les ressources, c'est tout le système enfin, c'est tout un système on va dire capitaliste qui se crée autour de ça aussi, qui est nécessaire, qu'il faut absolument réinterroger. Enfin, interroger déjà, je suis même pas sûre qu'on l'ait déjà fait, mais interroger et se poser la question de est-ce que c'est bien nécessaire et dans quel cas est-ce qu'on devrait pouvoir le faire et pourquoi. Moi, ce qui me dérange dans l'idée d'une propriété intellectuelle, par exemple, c'est le fait qu'on va dire l'idée, elle vient de moi, et du coup, c'est mon idée, et elle est balisée par la personne que je suis, alors qu'on pourrait très bien dire, bah voilà, moi j'aimais cette idée, effectivement, j'en suis le porteur, mais peut-être que demain, quelqu'un va s'en saisir et qui va pouvoir aller plus loin,
parce qu'il va avoir, il va penser à autre chose auquel moi, j'ai pas pensé. Et du coup, il va pas venir me piquer mon idée, mais il va rajouter quelque chose à cette idée qui va en faire une force supplémentaire. Et peut-être que quelqu'un d'autre va ajouter une autre force. Et du coup, peut-être que comme ça, en passant de tête en tête, on va arriver à construire collectivement, même sans se connaître, mais une idée qui va être beaucoup plus puissante que l'idée de départ. Et du coup, ce qui me semble intéressant, c'est de trouver ce juste milieu en fait entre bah, le fait de pouvoir en vivre, parce qu'effectivement, bah, pour le coup, ne serait-ce que moi à titre perso, c'est vrai que bah, mes idées, j'en fais aussi ma source de revenus, quoi. C'est mon boulot de travailler dans la culture, etc. Donc, comment est-ce qu'on trouve un juste milieu, en fait, un équilibre entre le fait d'être un créateur, comme vous disiez, et le fait en même temps de mettre les idées en libre circulation pour que les autres puissent s'en saisir et faire quelque chose d'intéressant pour le collectif. Mais c'est tout le problème, justement. C'est un peu la difficulté qu'on essaye, nous, de contrer avec ce système de revenus de base. C'est de permettre à des gens d'avoir des idées, de les partager librement, tout en leur disant, bah, vous inquiétez pas, à la fin du mois, vous aurez des sous. Vous pourrez manger. Enfin, en tout cas, vous pourrez manger. Après, c'est la question aussi de la société qu'on veut. Est-ce qu'on veut une société très individualiste où c'est chacun pour sa pomme, ou est-ce qu'on veut une société beaucoup plus bah, communiste, enfin commune en gros, pas communiste parce que c'est un gros mot la plupart du temps, mais est-ce qu'on veut une société commune, est-ce qu'on veut vivre ensemble les uns avec les autres et donc s'entraider pour survivre au final, parce qu'on est aussi dans cette difficulté-là aujourd'hui, c'est que on va parler de la culture où effectivement avoir une idée originale, bah, c'est écrire un livre, écrire une pièce de théâtre, écrire un scénario de film, bah, c'est bien qu'on puisse avoir derrière la possibilité de juste au moins s'assurer qu'on va pas se faire plagier et qu'on va pas avoir quelqu'un qui va reprendre cette idée et se faire de l'argent dessus. Nous, c'est un peu sur ça notre cheval de bataille à nous, c'est ça, c'est les personnes qui vont prendre une idée et se faire de l'argent dessus, pas les personnes qui vont émettre l'idée. Les personnes qui vont émettre l'idée, si on a la possibilité que ces personnes, elles émettent une idée et que cette idée soit librement partagée et que derrière d'autres personnes construisent quelque chose avec cette idée sans forcément se faire de l'argent dessus ou ne pas permettre à la personne qui a émis l'idée au départ de au moins peut-être vivre, là oui, c'est sur ça que nous, on va travailler. Après, la possibilité pour n'importe qui de contribuer à la société d'une manière ou d'une autre avec une idée. Là, on va peut-être parler plus du domaine industriel, mais si quelqu'un avait une idée pour lutter contre le changement climatique, contre le changement climatique de manière magique, j'en sais rien de quelle façon, mais si un scientifique arrivait demain ou un ingénieur arrivait demain avec une idée en disant voilà, moi j'ai cette idée, elle est géniale, ça va nous permettre de réduire la température de au moins 0,2 degrés, et ce sera parfait, on va pouvoir enfin tous survivre et tout. Ce serait trop bien en fait. Et c'est là, à ce moment-là, où on va dire, bah, si cette personne-là a cette idée-là, ce serait bien qu'elle la partage pour le bien commun. Et ce serait bien que plutôt que d'essayer de se faire de l'argent dessus, elle fasse en sorte que tout le monde puisse en bénéficier et que on puisse bah, survivre tout simplement. Donc c'est vraiment là on parle vraiment de toujours, on a toujours cette dualité de toute façon qui se crée. C'est quelle société on veut? Est-ce qu'on veut une société individualiste où on veut tous chacun vivre pour sa pomme et chacun moi j'ai une idée géniale, je me fais de l'argent dessus et peu importe si les autres ils crèvent, bah tant pis, c'est mon idée à moi, c'est mon idée, je veux avoir de l'argent, c'est mon idée. Ou est-ce qu'on essaie de construire une société commune où on vit les uns avec les autres et où on va faire en sorte de partager le plus possible bah, tout ce qu'on a en connaissances, en culture et tout ce qu'on a, toutes les idées qu'on peut avoir qui permettraient aux uns et aux autres de vivre mieux finalement, enfin de vivre en fait, de juste vivre finalement. Donc on parle de la culture, on parle de l'industrie, on parle de tout finalement, parce que la culture, c'est aussi important qu'elle soit partagée, ne serait-ce que pour que tout le monde puisse être au même niveau. Après, j'ai envie de dire, il y a plusieurs types de cultures. Il y a des cultures, j'ai pas forcément envie de les partager. Tout ce qui est culture extranationaliste, j'ai pas forcément envie d'en entendre parler, mais et ça, par contre, ça se partage librement. Là, il n'y a pas de problème, hein. Mais il y a des cultures qui sont importantes et qui devraient être possiblement partageables, qui devraient être possibles à juste, enfin, accessibles à tout le monde et pas conservées et pas emprisonnées. Aujourd'hui, si on reste sur le registre de la culture, on a des droits, des cessions de droits qui ont lieu 70 ans après la mort des auteurs. Enfin, tout ce qui est question d'héritage et tout ça, c'est des questions qu'il faut aussi remettre en question. Enfin, je veux bien que l'auteur il est mort il y a 70 ans.
un moment, il n'y a plus de raison qu'ils se fassent de l'argent dessus. S'il y a de l'argent qui est fait, c'est sur les héritiers. Et les héritiers, bah, ils n'ont pas fait grand-chose, en fait, à part hériter. Donc, à un moment, c'est juste peut-être se poser la question de pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement se dire, bah, l'auteur, il est décédé. OK, tout ce qu'il a fait aujourd'hui est du domaine public. Là, on a Sinéad O'Connor qui est décédé il n'y a pas très longtemps. C'est une personnalité que je respecte beaucoup et qui est extrêmement, qui a été inspirante toute sa vie. Pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, et pas seulement pour les femmes, mais pour beaucoup d'autres personnes, elle a été une inspiration quotidienne. Et elle est décédée. Moi, ça m'a fait un coup d'apprendre son décès. Et je me dis, ce serait ce serait du bien public de faire en sorte que tout ce qu'elle a produit soit accessible pour tout le monde. Toute la musique qu'elle a fait, tout ce qu'elle a chanté, tous les textes qu'elle a écrits, ça devrait être accessible à tout le monde en libre accès et que tout le monde puisse, pas forcément les réutiliser pour faire de l'argent, mais au moins y accéder et écouter librement ce qu'elle a produit, ce qu'elle a fait, toute la musique qu'elle a faite. Et ça, pour moi, c'est une base qu'on devrait avoir et qu'on n'a pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, Sinéad O'Connor, elle est décédée. Ses ayants droit vont toucher de l'argent, ils vont toucher des royalties par rapport à ce qu'elle a produit. Et je trouve pas ça normal. Pour moi, c'est pas normal. Tintin, c'est encore le pire de tous les trucs. C'est Tintin, le gars, l'ayant droit de RG, c'est le gars, il refuse qu'on utilise Tintin d'une manière que ce soit, quelle que ce soit, et il porte plainte et il attaque les gens qui utilisent Tintin, quelle que soit l'utilisation. D'autant qu'il y a un petit peu de poids de mesure parce que quand on voit que quand on perd un proche, le patrimoine qu'on pourrait hériter en tant qu'héritier, il est taxé à je sais plus combien de pourcents par l'État. En termes de patrimoine financier qui devrait revenir à la descendance, l'État va venir ponctionner une partie énorme et en revanche, sur tout ce qui est patrimoine culturel qui appartient à l'humanité, on n'est pas libre de l'utiliser. Donc c'est quand même assez, c'est très ambivalent en fait. Ouais, oui, mais de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, pour moi, il y a nécessité de revoir les systèmes d'héritage, que ce soit dans le cadre culturel ou dans le cadre de connaissances, quelles qu'elles soient, ou dans le cadre le plus flagrant en France et même à l'étranger aussi, hein, c'est le cadre culturel où c'est là où les ayants droit sont le plus les droits sont les plus lucratifs sur les questions culturelles globalement. Mais tout ce qui concerne l'héritage au sens large, pour moi, il y a quelque chose à revoir. C'est pas normal que les personnes qui sont nées dans des familles riches restent riches alors qu'elles n'ont rien fait et que l'héritage de ces familles riches reste dans la même famille. Enfin, il n'y a pas de la théorie du ruissellement, ça fonctionne pas. Il faut arrêter de penser que ça marche. C'est vraiment que la droite pour penser que ça fonctionne et de se dire que, oui, une personne qui a aggloméré énormément de richesses ne devrait pas pouvoir céder cette richesse-là à exclusivement sa famille. En fait, cette richesse, elle devrait être distribuée complètement. Mais bon, après, moi, je suis très, très radicale à ce niveau-là. Le Parti pirate ne défend pas ça. On y réfléchit. On réfléchit à l'héritage, aux questions d'héritage. Je crois qu'on a déjà abordé la question à différentes reprises sur notre forum, mais on n'est pas aussi radicaux que moi je pourrais l'être sur cette question-là. Mais encore une fois, moi je suis quelqu'un de plutôt très à gauche et je réfléchis de manière le mot que j'ai choisi au départ, c'est pas anodin, hein, c'est le partage. Donc moi, pour moi, on doit partager le plus possible les ressources. Pour le Parti pirate, on a aussi ce mot d'ordre. En fait, les trois mots d'ordre, c'est liberté, démocratie, partage. Donc on a aussi ce mot d'ordre-là. Donc je pense que oui, in fine, à un moment donné, on va avoir une orientation politique qui va aller dans la direction de partage de l'héritage. Globalement, des personnes, des grandes fortunes ne devraient pas rester familiales. Elles devraient être partagées par tout le monde. Et parce que c'est comme ça que le système fonctionne aujourd'hui. Plus on est riche, plus on s'enrichit. Et plus on s'enrichit, plus on est riche. Et donc, du coup, les riches gardent leur richesse et les pauvres n'ont absolument rien. Et c'est une roue qui s'arrête jamais parce que au final, les riches donnent leur héritage à leurs enfants qui restent riches, du coup, et qui conservent l'argent et qui ne le partagent pas. Et donc, il n'y a pas de partage des ressources. Et donc, on revient au même système, à la même question. Donc, ouais, oui, il faudrait réfléchir sur la question de l'héritage globalement. Il faudrait revoir, mais il n'y a pas que ça à revoir. C'est tout un système à revoir, c'est pas seulement l'héritage. Et je serais prête à parier qu'en plus, si on revoyait complètement le système d'héritage, si on taxait encore plus globalement les héritages, si on empêchait les ayants droit de se faire de l'argent, si on mettait les ressources, la culture en libre accès pour tout le monde dès le décès des auteurs,
et si on empêchait qui que ce soit de s'enrichir sur... parce qu'on peut faire ça aussi, hein, empêcher qui que ce soit de s'enrichir sur les créations d'auteurs décédés qui sont en accès libre, il serait peut-être possible finalement de créer cette société idéale que nous aimerions avoir avec ce système de revenu de base, et pas avec un revenu de base de misère, hein. On parlerait d'un revenu de base plus élevé, parce qu'on aurait carrément les moyens, en fait. Donc ouais, c'est toute la société qu'il faut revoir. Il faut vraiment réfléchir au sens large à ce niveau-là. Mais je dirais que c'est même pas juste taxer les héritages, c'est faire en sorte qu'ils finissent pas dans les poches du pouvoir. Parce Oui, qu'actuellement, les taxes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on en paye tous énormément, mais il n'y a pas du tout de redistribution derrière, en fait. On paye pour nourrir les puissants. Et en fait, quelque part, les taxes aujourd'hui, c'est juste l'héritier, pour le coup, je reprends le mot, du système féodal qu'on avait au Moyen-Âge où les serfs payaient leur dîme mais au ça va seigneur. plus loin que ça. C'est qu'on se rend même pas compte, mais ça va vraiment. Enfin, nous, c'est notre quotidien au Parti Pirate, parce que pour participer à une élection, c'est très très con, hein, ce que je vais dire, mais c'est juste pour se dire à quel point c'est vicieux en fait. Pour participer à une élection en France, et c'est pas comme ça partout, hein, mais en France, c'est le candidat qui doit payer ses bulletins. C'est-à-dire que pour que on se présente aux élections européennes l'année prochaine, ou quand on l'a fait en 2019, mais pour se présenter aux élections européennes, globalement, il faut payer 1 200 000 € pour avoir les bulletins, les circulaires et les affiches. Donc, c'est les 3 documents de campagne minimum du R39. Il faut 1 200 000 €. Le budget annuel du Parti Pirate aujourd'hui, c'est 25 000 €, hein. Pour un ordre d'idée un peu, hein. Donc, voilà. Et 1 200 000 €, c'est un dixième, je crois, de ce que touche le parti La République En Marche tous les ans en financement public. Donc, eux, ils ont 11 millions d'euros, un truc comme ça, même peut-être beaucoup plus, je pense. Voilà, beaucoup plus même. Il me semble qu'ils ont beaucoup plus que ça. Les Verts, ils avaient 5 ou 6 millions d'euros de financement public par an quand j'y travaillais. Donc, tous les ans, ils touchaient 5 millions d'euros sans problème. Pour faire une campagne électorale, chez les Verts, il n'y a aucun souci. Ils peuvent payer la campagne, ils peuvent payer des salariés. Moi, j'étais payée, donc ils payaient des salariés. On avait 11 salariés au siège national des Verts, donc il y avait quand même du monde. Parti socialiste, j'en parle pas, hein, ils avaient beaucoup, beaucoup de monde. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui, hein, ils ont licencié pas mal de monde, mais ils avaient beaucoup de monde. Et en plus de ça, les partis politiques bénéficient de tout un tas d'aides supplémentaires que les autres organisations n'ont pas forcément. C'est-à-dire les élus, les députés, par exemple, ils ont une enveloppe qu'ils peuvent donner à un parti politique. Je ne sais plus, ça doit être 15 ou 20 000 € par an. Ils peuvent donner 15 ou 20 000 € par an à un ou plusieurs partis politiques différents. Donc, les partis politiques sont aussi financés par les députés. Donc, plus on a députés, plus on a d'argent. Plus on a d'argent, plus on a députés. C'est comme ça que ça marche. Donc, pour avoir des députés, il faut de l'argent. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes qui représentent la population sont élues par les gens qui ont de l'argent. En fait, les personnes qui représentent la population représentent les gens qui ont de l'argent, tout simplement. Parce que les gens qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas payer des partis politiques qui vont les représenter. Donc, il y a de moins en moins de partis politiques qui représentent les pauvres et de plus en plus de partis politiques qui représentent les riches. Et la raison pour laquelle le pays ne pourra pas de toute façon passer à gauche, la raison pour laquelle de toute façon ce sera toujours la droite qui gagnera à la fin, c'est que le système électoral français est basé sur l'argent et sur la position monétaire. Et donc, pour pouvoir être élu, il faut avoir de l'argent. Donc, les élus actuellement, ce sont les personnes qui ont du fric. C'était Valérie Pécresse qui avait dit une fois à quelqu'un qui l'a expliqué, qui l'a raconté sur Twitter. Elle avait dit moi, de toute façon, j'ai mal choisi ma vocation, j'aurais jamais dû faire de la politique, ça rapporte rien. Elle gagne, en étant une personnalité politique aujourd'hui, en étant présidente de région, elle gagne quelque chose comme 6 000 ou 7 000 € par mois. C'est indécent. C'est tellement indécent. Bon, après, elle a perdu énormément d'argent pendant la présidentielle, mais elle est très très vite rentrée dans ses frais. Nous, si on avait participé à l'élection présidentielle, on aurait eu, parce qu'on aurait eu 500 signatures, on aurait eu 800 000 €, parce que sur l'élection présidentielle, c'est encore un autre fonctionnement. C'est-à-dire qu'on aurait eu 800 000 € remboursés sur nos frais de campagne, seulement sur les bons frais de campagne, c'est-à-dire il y a les bons et les mauvais frais de campagne, hein. Après, ça dépend de quel parti on est, parce que si on est dans un parti qui est dans la majorité gouvernementale, on n'est pas très inquiété par la Commission nationale des comptes de campagne, hein. On a vu, enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 1993, je crois, il est arrivé que en fait, les deux partis qui étaient au second tour, enfin les deux candidats qui étaient au second tour, ont tous les deux fraudé au niveau des comptes de campagne. Mais la Commission nationale des comptes de campagne a finalement décidé de fermer les yeux sur la fraude parce qu'ils se sont dit que si jamais ils gardaient les yeux ouverts sur ça et qu'ils disaient attention, les deux candidats ont fraudé,
ils étaient obligés de rendre inéligibles les deux candidats du deuxième tour et donc de refaire l'élection présidentielle et ça aurait risqué de mettre le pays à feu et à sang. Donc du coup, ils ont dit, bon, c'est pas grave, on va leur rembourser leur campagne. Et c'est comme ça que les principaux partis politiques détournent énormément de fonds publics en faisant des campagnes qui ne devraient pas être remboursées et qui sont au-delà des règles, en fait. Et tous les partis politiques, toutes les années, à chaque élection présidentielle, à chaque fois, les élections législatives, c'est pareil, tous les partis politiques fraudent. Tous. Sauf qu'on ne va pas les pointer du doigt ou on va éviter parce que sinon ça risquerait de faire des affaires d'État. Donc il y a eu quelques affaires, l'affaire Pygmalion en fait partie, il y a eu quelques affaires qui sont tombées au fur et à mesure, mais au final les personnes inquiétées n'ont jamais été si inquiétées que ça, si c'était affaire de la prison avec sursis ou alors pas du tout de prison. Les petits partis politiques par contre sont bien embêtés parce qu'ils ne peuvent pas participer aux élections parce qu'ils n'ont pas les moyens. Dans d'autres pays, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est l'État qui paye les bulletins, déjà. Donc, les petits partis peuvent, à la rigueur, participer. C'est comme ça qu'on a des élus en Allemagne, en Islande, en République tchèque. Et quand on leur parle de notre système électoral, ils sont là. Et la France, c'est le pays de la démocratie? Non, mais de où? Depuis quand? C'est vrai? Donc, le vrai problème en France qu'on a aujourd'hui, d'un point de vue politique, en tout cas, parce que moi je parle au niveau politique, hein, mon engagement est politique. Le vrai problème qu'on a en France aujourd'hui, c'est cette inéquité de traitement au niveau des partis politiques. On ne peut pas se présenter à des élections si on n'a pas d'argent. Et donc, les personnes qui représentent aujourd'hui les gens en France, les personnes qui sont élues pour représenter les riches, parce qu'ils sont élus par les riches qui ont de l'argent pour payer les campagnes électorales. Ça va plus loin que la simple question de l'héritage. Hein. Ça va très, très, très loin, en fait. Tout tourne autour de l'argent dans notre pays, même la démocratie. C'est un sujet passionnant et je resterai bien discuter avec vous encore plus longtemps. Malheureusement, on va aller vers la fin de cet entretien. Oui. En tout cas, j'ai encore 1 milliard de questions à vous poser. Donc, si vous avez envie de revenir, vous êtes la bienvenue. Il m'en reste une quand même que j'ai besoin de vous poser, qui est la question rituelle que je pose à tous mes invités. Si vous aviez le pouvoir de changer le monde, si je vous donnais là une baguette magique, quelle est la première chose que vous feriez? Waouh, sacrée question. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je rétablirai la paix dans le monde en mode Miss France. Non, franchement, je C'est sais pas. exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, ok, je vous donne votre écharpe de Miss France là. C'est ça. Non, je pense que si j'avais un pouvoir là aujourd'hui, j'en sais rien. J'essaierais de réduire la température mondiale et de réduire les émissions de dioxyde de carbone pour essayer de faire en sorte qu'on survive. Ce serait cool. Déjà, rien que survivre. Après, il y aurait tellement de choses à faire dans ce monde. Je sais pas si on mérite de survivre en vrai. Je me pose la question en ce moment. Mais ouais, je pense que j'irai dans cette direction-là. L'altruisme de cette direction-là. Eh ben, merci beaucoup, Florie, et à bientôt. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Et voilà, un épisode bien court par rapport à tous les sujets que j'aurais aimé aborder avec Florie. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que l'on programme un nouvel échange, voire même à me soumettre des sujets que vous aimeriez que l'on aborde. D'ici là, voici les 3 pépites que je retiens de notre discussion. Tout d'abord, que le Parti Pirate est un mouvement progressiste international qui tente de sortir de la logique des partis, liste de diffusion, en impliquant ses membres au sein d'une assemblée permanente. Cette assemblée se réunit une fois par mois et vise à développer ensemble et par amélioration continue un programme commun et véritablement démocratique. L'organisation au sein du parti est la plus horizontale possible, avec un fonctionnement par équipage, une terminologie qui reprend évidemment le champ lexical de la piraterie, et chaque personne a le pouvoir de déposer une motion. Ensuite, que tout en prenant du recul par rapport au courant politique traditionnel, le Parti pirate français souhaite s'inscrire dans la logique des élections institutionnelles. Cette démarche n'est pas sans rappeler ce que les théoriciens de la pensée anarchiste appellent la propagande par le fait, c'est-à-dire le recours à des actes parfois illégaux réalisés à visage découvert dans le but de porter en politique une vision alternative qui n'a en règle générale pas sa place dans le débat, et ce, afin de provoquer une prise de conscience populaire. Attention, je ne suis pas en train de dire que le Parti pirate est illégal. Cependant, leur histoire, issue du libre partage des données et la manière qu'ils ont eue de rebondir en créant un parti, m'y fait penser. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que si la propagande par le fait a si mauvaise réputation,
c'est parce qu'elle a été réduite à des attentats et du sabotage par ceux qui voulaient discréditer l'anarchisme. Mais c'est loin de n'être que ça. Et la démarche du Parti pirate est en ce sens très intéressante. Enfin, qu'en ce qui concerne la propriété intellectuelle, Flory nous invite à interroger le système dans son ensemble, en sortant de la vision uniquement centrée sur la culture. Car la question de la propriété intellectuelle est beaucoup plus large que cela. Une des solutions envisagées par le Parti pirate serait un revenu de base, qui permettrait aux personnes de créer et de partager librement leur contenu, puisqu'elles n'auraient plus à se soucier d'avoir de quoi vivre. J'avoue qu'à titre personnel, cette solution ne me satisfait pas totalement, car l'idée d'un revenu de base est forcément corrélée à celle d'un État tout-puissant. Et je suis de plus en plus convaincu qu'une société véritablement démocratique ne pourrait être qu'une société sans État. D'ailleurs, il est à noter que cette idée du revenu universel a été récupérée par des partis traditionnels à tendance libérale conservatrice, voire libérale autoritaire. Mais le sujet n'en demeure pas moins à creuser. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Flory et du Parti pirate. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.